C'est ça qu'ils ont appelé le protocole additionnel sur les sanctions applicables dans l'espace CEDEAO. Ce protocole est un protocole qui a été élaboré de bout en bout par les commis de la CEDEAO, sans aucune référence à aucun peuple d'aucun pays. Ils ont fait leur papier, ils ont envoyé ça et les chefs d'État sous Ouattara ont décidé de les adopter en catimini. La même CEDEAO, comme certains, sont justement instrumentalisés et manipulés par cette France-là qui s'appuie sur un certain nombre d'individus, des commis qui animent cette institution. La France a fait imposer que Ouattara devienne même le président de la CEDEAO, le président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, pratiquement déjà vers la fin de l'année 2011. Et déjà, vers la fin de l'année 2011, c'est-à-dire on est en pleine crise grave au niveau africain. Parce que justement, à partir de janvier 2011, en Tunisie, avec ce qui a pu se passer, il y a eu ce que les gens ont appelé le printemps arabe, avec la révolution populaire tunisienne. Le chef de l'État de l'époque, Zine Abedine Ben Ali, organise sa fuite et laisse le pays entre les mains du peuple. Peut-être mal préparé. Peuple longtemps martyrisé, embostillé, meurtri. Il n'a pas pu se donner les moyens de gérer. Et la suite, ça c'est une autre parenthèse. Mais lorsqu'il y a eu ce printemps arabe en Tunisie, ça a inspiré d'autres en Égypte. Et puis, tout de suite, Sarkozy considère que, avec son lobby, que c'est une voie d'action. On va aller à Libye, on va organiser des gens qui vont aller faire comme les Tunisiens et les Égyptiens pour réclamer eux aussi qu'il y ait un printemps arabe, tunisien et libyen. Ils ont organisé, les gens qu'ils ont organisés, et la suite on la connaît. Alors même que tout le monde sait que en ce qui concerne la suite, concernant la gestion de la crise libyenne, la donne est très claire. Personne n'a vu une décision qui a ordonné ou a donné la possibilité pour la France et pour l'OTAN d'aller tuer Kadhafi. La résolution 1973 a parlé de l'exclusion aérienne. Parce qu'on dit que Kadhafi a décidé d'aller effacer tout ce qu'il y a à Benghazi en utilisant ses moyens aériens. Et pour aider à les sauver, on dit qu'il faut utiliser cette voie d'action militaire pour empêcher aux avions de Kadhafi de pouvoir aller à Benghazi et faire le bain de sang qu'il a prévu de faire. Mais la suite, on la connaît. La résolution 1973 a été totalement mise de côté et les vrais soubassements qui étaient le mobile de l'instigation de cette action sont apparus. Et la France au devant, ils sont partis avec des troupes au sol, des armes au sol. Ils sont partis attaquer et la Libye, tuer Kadhafi avec la complicité des États-Unis et la complicité de l'OTAN de façon générale.
Et naturellement, dans la gestion de ce dossier libyen, ce qui est apparu évident, et c'est cela que je vais me permettre de faire une petite parenthèse pour dire qu'ici au Niger, lorsque il y a eu la rencontre là, des grands pays, comme on dit, les 8, qui ont invité les nouveaux présidents africains démocratiquement élus, comme ça a été le cas justement de notre président de l'époque, un de ses collègues a témoigné qu'à l'occasion de cette rencontre, ils ont fait prendre des positions pour dire que de faire attention, ce qui est en train de se faire en Libye peut avoir tel ou tel problème pour la région, pour l'Afrique et même peut-être pour le monde. Mais après avoir dit ça le 26 mai, la grosse et la grande surprise, c'est que tout en ayant eu à dire ça, le 20 août 2011, le Niger s'est retrouvé en train de reconnaître le CNT libyen, le comité de transition fantoche qui a été mis en place à l'Élysée et qui n'avait aucun visage à l'époque. Et on dit que désormais on est d'accord, c'est lui le seul représentant du peuple libyen. Kadhafi vivant, Kadhafi est encore en exercice, mais recherché pour être tué par la France et ses acolytes. Le Niger a accepté, en violation même d'une résolution de l'Union africaine, de reconnaître le CNT libyen. Ça, c'est une parenthèse qu'il faut absolument souligner pour que l'histoire ne perde pas de vue ça aussi. Donc, ceux des chefs d'État africains qui ont refusé d'obéir ou de répondre à cette sollicitation, comme le cas de ATT, Amadou Toumani Touré, président de la République du Mali, qui a été fortement sollicité à être d'accord à faire comme le président du Burkina Blaise et comme le président du Niger, Mahamadou Issoufou à l'époque, de reconnaître le CNT libyen. Alors, tout de suite, on en a fait une sorte d'acteur avoué aux gémonies et on a commencé à accuser ATT, à lui inventer n'importe quoi, qu'il est un vendeur de drogue, qu'il est un fournisseur de ceci. On a fait atterrir un avion dans ce pays, dans la partie qu'il ne contrôle pas. On a dit de n'importe quoi, parce que tout simplement, il avait refusé d'aller dans leur sens. C'est-à-dire reconnaître et considérer que comment vous appelez ça, le CNT libyen est la seule autorité légitime du peuple libyen pour déposséder Kadhafi vivant de ses prérogatives de dirigeant de la Libye et conforter la légitimité de l'action qu'ils étaient en train de mener et se donner un interlocuteur imaginaire construit et fabriqué par eux. Les gens de l'OTAN, notamment la France en tête, avec Sarkozy, ils ont donc décidé que c'est ça. Ils vont être dans la position de faire. Voilà l'origine des problèmes du Mali. Et tout de suite, comme ATT n'est pas d'accord avec eux, tout de suite on dit il faut trouver un moyen de le punir. Et pour punir ATT, on va en Libye rencontrer un certain nombre d'aventuriers qui sont là-bas et qui ont pendant longtemps quitté leur pays et leur promettre qu'on peut mener des actions ici au Mali
Et une fois évincés, ils ont les moyens de faire en sorte que, à partir de là, que l'on puisse se retrouver avec la situation où on va les aménager un espace qui va servir de la proclamation d'une nouvelle république qu'ils appellent la République indépendante de l'Azawad. Alors même que ATT, Amadou Toumani Touré, était en fin de mandat, n'avait pas d'ambition pour empiler, ni pour modifier la constitution, ni pour torturer certaines de ses dispositions, et qu'il a programmé l'organisation des élections pour le 29 avril 2012, les élections présidentielles. Voilà ATT qui est l'objet d'un coup d'État. Le 22 mars 2012. 22 mars 2012, souligné. Entre le 22 mars 2012 et le 29 avril, il y a combien de jours qui restent pour l'organisation des élections qui devaient consacrer la fin du mandat définitif de ATT. Entre-temps, avant ça, ceux qui ont été récupérés par la France et qui ont été mandatés pour venir s'aimer le désordre et le trouble au Mali, ils avaient déjà commencé à disposer des moyens d'action pour chercher à faire des incursions dans le septentrion malien vers Tessalit, et ils étaient bloqués par l'armée malienne jusqu'à un certain moment. Ils n'arrivent pas à avancer, et c'est le coup d'État organisé le 22 mars qui a permis à ces gens-là de pouvoir avancer. Dans les 72 heures qui ont suivi le coup d'État. Ils sont arrivés jusqu'à Tombouctou, jusqu'à Gao, jusqu'à Ansango. Vous voyez ça? Et tout de suite, l'armée malienne a été mise en déroute. Parce que ils ont considéré, ils ont continué à croire que la France reste et demeure toujours un ami du Mali et du peuple malien. Et donc, l'armée malienne était en train de croire aux renseignements qui leur étaient donnés. Et pire, ils étaient en train de croire au niveau de l'armée malienne au conseil qui leur était donné par ces gens-là qui visaient à les dérouter. Et en même temps, ils donnaient leur position au niveau de comment vous appelez ça? Ils donnaient leur position à ces bandits armés qui étaient en train d'avancer du MLA. Puis ensuite, ils ont aidé à déclencher les gens de Ansardine, qui était une autre aile de ACMI, qui était là en train depuis quelques années dans cet espace. Et puis ensuite, on a mis à contribution Moujao, qui était une autre fabrication des djihadistes et sur le territoire de la Mauritanie. Les trois ont fait jonction et les trois groupes-là, c'est eux qui sont venus pour essayer d'envahir les 2/3 du territoire malien. Donc voilà, il y a non seulement le coup d'État, mais aussi il y a l'envahissement du territoire malien par ces forces obscures-là qui ont été organisées et manipulées et soutenues par qui on sait désormais. De ce côté-là, on fait le coup d'État, on fait une déclaration de principe, alors qu'on avait Ouattara, lui qui est arrivé dans des conditions que l'on sait, président maintenant en exercice de la conférence des chefs d'État, donc qui est bien aiguisé dans le sens qui est donné à ce qui est organisé par rapport à ATT. Donc tout de suite, les gens organisent une manœuvre pour organiser désormais le retrait des militaires, mais en même temps la démission forcée de ATT. Les militaires se retirent, on oblige le président à démissionner,
et on fait appel à un valet qui était président de l'Assemblée avec qui on pensait pouvoir composer, notamment le président de l'Assemblée de l'époque, monsieur le professeur Diakounda Traoré. Voilà comment ils ont organisé leur coup. Et maintenant qu'ils ont organisé ça, la CEDEAO qui agissait à travers le président ivoirien, M. Ouattara, donc qui est déjà dans le jeu de Sarkozy, qui répondait au doigt et à l'œil aux injonctions de Sarkozy. Donc ils ont fait ça et on a chassé ATT, il a quitté le Mali, on l'a envoyé en exil. C'est un passage à ne pas oublier. C'est un passage qu'il faut connaître. C'est un passage qu'il faut comprendre. C'est clair. Maintenant, monsieur Adoté, lorsqu'il y a eu cette situation, on était en 2012. Maintenant, comme les djihadistes et autres étaient en train maintenant d'avancer, à un moment donné, il y a eu incompréhension entre le MLA et les djihadistes. Et finalement, comme ils étaient plus aguerris et plus forts, ils ont évincé les gens du MLA et les ont chassés. Les gens du MLA ont abandonné leur terrain et sont revenus se recouver au Burkina Faso sous la couverture de Blaise qui était un autre complice à côté de Ouattara. Un autre complice de la France, de Sarkozy aussi. Et donc les rebelles du MLA, ils ont pris possession des hôtels de Ouagadougou. Et maintenant, c'est les gens de Ansardine et de Moujao, c'est eux qui occupaient l'espace et ils ont essayé dans les zones qu'ils contrôlent d'établir leur administration et islamiste. C'est ça qu'on a vécu. Donc, quand ce problème s'est posé, maintenant, Diakounda Traoré, investi comme étant le président par intérim du Mali, il se met à organiser une sorte de danse du ventre. Les choses n'avançaient pas du tout. C'est ça qui explique le comportement de la population malienne qui s'est mobilisée et allait même envahir le palais de Koulouba. C'est une histoire à ne pas oublier. Ils sont partis envahir le palais de Koulouba et il y en a qui ont cherché à lui mettre une pointe dans la tête. Tellement ils sont déçus de ce qu'ils ont fini par découvrir en termes de comportement observé par ce monsieur-là. On était là. Quand finalement, maintenant, il y a eu changement en France, Sarkozy est parti, il n'est plus le président français, c'est désormais Hollande qui arrive comme nouveau président français. Et comme pour expliquer à tout le monde, grandeur nature, qu'est-ce que c'est que la France et sa politique étrangère, et l'ensemble des partis politiques, des acteurs politiques de la France, par rapport à la politique étrangère de la France en Afrique, on n'a pas senti même le changement. Sarkozy est parti, lui qui est de la droite. Hollande est arrivé, lui qui est de la gauche, soi-disant. Et voilà que la même politique continue. Et l'occupation continue. Maintenant, on vient, on cherche à mettre la MINUSMA pour aider, pour voir comment maintenant on va aider le peuple malien à reconquérir son espace dans la mesure où on a fini avec la phase de coup d'état de Sanogo. Comment maintenant repousser les envahisseurs, mais des envahisseurs qui étaient en réalité des alliés de ceux-là qui donnent des conseils, notamment la France. Et c'est comme ça que ils ont tout appuyé par rapport à la démarche des Nations Unies et ils ont développé leur propre initiative à eux. Et c'est comme ça, M. Adoté, que vers le début de l'année 2013, ils ont pu trouver une formule qui consiste à dire, pour aider à chasser les envahisseurs, alors il faut qu'au niveau comment on appelle ça, il faut que la MINUSMA, cette fois-ci la MINUSMA, qui est une force plus élargie que la MINUSMA, qui a été proposée mais qui n'a jamais pu se constituer, et de l'autre côté, la France organise, M. Adoté, on se souvient, l'opération Serval. Ils disent aujourd'hui que c'est le peuple malien qui a demandé
qu'il y ait organisation, qu'il y ait opération Serval. Mais écoutez, l'opération Serval, c'est une initiative de la France. Elle a torpillé la démarche des Nations Unies. La France a préparé son opération Serval. Ils ont amené leur pantin de Djakunda à faire une demande, une lettre qu'ils ont eux-mêmes écrite pour lui dire voilà ce qu'ils veulent. Et c'est dans ces conditions qu'on s'est retrouvé avec Djakunda qui écrit une lettre soi-disant pour demander l'intervention rapide de la France, parce que de l'autre côté, on a actionné les complices au sein de ce mouvement djihadiste pour faire une action allant dans le sens de Kona, et on fait une projection pour dire que de Kona ils vont à Bamako, et on développe une sorte de bruit pour dire qu'il faut qu'on arrête ça. Et la France doit intervenir pour aider. Et la France arrive avec l'opération Serval. Au lieu de venir avec l'intervention aérienne, la France débarque avec des militaires sur le terrain. 4000 hommes avec une armada. Et nous, ici au Niger, ils sont arrivés pour nous déposer et pour faire de notre pays une sorte de base logistique pour leurs avions, parce qu'ils n'ont pas ailleurs où poser ça au Mali. Ils viennent pour utiliser le Niger. Et quand ils ont décidé de venir, on l'a déjà dit, hein, quand ils ont décidé de venir au Niger, ils sont seulement arrivés compte tenu de l'urgence, parce qu'on dit, c'est le lundi on a écrit, et le mercredi déjà ils sont arrivés. Ça veut dire qu'ils étaient prêts. Ils ont préparé tout. Et dès qu'on leur a demandé, ils se sont mobilisés. 4000 hommes en 48 heures pour venir intervenir dans un pays africain, parce que eux, ils aiment le Mali plus que le Malien. Ils aiment le peuple malien plus que le peuple malien. Non, il y avait Anguille sous roche, et on l'avait dit des années. Qu'il y avait Anguille sous roche. Maintenant, quand ils sont venus, ils sont établis, tout le monde a vu, l'action a été une sorte de mi-figue, mi-raisin. Toi, tu as déjà vu un corps d'un djihadiste qui a été tué? On vous a montré ça à la télé, avec toutes les possibilités qu'il y a. Personne n'en a montré. Jusqu'à ce qu'on dise que c'est fini, ils ne sont plus sur le terrain. C'est comme ça que ça s'est passé. Et quand on arrive à Kidal, dans la zone de Kidal, dès qu'on a dépassé Gao, on a dépassé Tombouctou, on dit bon, à partir de là, il y a une ligne frontière. Nous allons continuer, nous, opération Serval, on va chercher nos alliés, on va prendre les Tchadiens, pour que les Tchadiens soient nos alliés, et que c'est avec eux on va aller sur le terrain, mais vous, l'armée malienne, restez là. Ligne rouge. Et on a empêché aux militaires maliens avec les militaires français dans l'opération Serval pour continuer la lutte de libération de leur territoire. Et tout de suite, la France organise la remise en selle du MLA. Et on dit que c'est le MLA qui sera l'allié avec lequel on va s'occuper de la suite du parti du territoire à libérer de ces fameux djihadistes en question. Donc ça veut dire que c'est la France qui a organisé formellement la partition du Mali. Et la France a imposé qu'il faut aller faire un accord sur lequel on doit s'entendre, que le MLA et d'autres alliés qu'ils ont désignés doivent être ensemble, doivent accepter ça. Vous comprenez? Voilà comment ils ont été amenés à créer la situation au niveau du Mali. Donc voilà les ambivalences, les changements de position, les prises de position intéressées à double vitesse en fonction du contexte, en fonction de circonstances. Et c'est ça que aujourd'hui ils ont fini au niveau de la France par imposer ça au niveau de la CEDEAO. Ils ont imposé ça au niveau de comment on appelle ça, au niveau de l'Union africaine, et même au niveau des Nations Unies, ils ont cherché à imposer. Heureusement que là-bas, au niveau des Nations Unies, il y a le veto des pays qui ne sont pas d'accord avec la France et qui ont décidé d'empêcher que certaines mesures. Mais partout où ils ont le contrôle, à la CEDEAO comme à l'UEMOA ou bien au niveau de l'Union africaine, ils ont réussi à amener les gens à... Mais auparavant, et c'est ça la partie la plus importante et la plus essentielle, avant qu'il y ait le coup d'État,
en mars, le 22 mars 2012. Le 13 février 2012, avec Ouattara comme président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO nouvellement installée, dans cette posture, ils engagent une réforme. Et on prépare un nouveau protocole d'accord additionnel. C'est ça qu'ils ont appelé le protocole additionnel sur les sanctions applicables dans l'espace CEDEAO. Ce protocole est un protocole qui a été élaboré de bout en bout par les commis de la CEDEAO, sans aucune référence à aucun peuple d'aucun pays. Ils ont fait leur papier, ils ont envoyé ça et les chefs d'État sous Ouattara ont décidé de les adopter en catimini. Eux-mêmes n'ont pas lu les textes. Eux-mêmes, parce que vous savez, lorsqu'un texte dépasse une page, 2 pages, dès que ça va à 10 pages ou 18 pages, mais évidemment, ils n'ont pas le temps de les lire. C'est toujours quelqu'un qui doit les lire et leur faire un résumé de l'esprit général du texte. Ils sont rares, ceux d'entre eux qui ont le temps de lire un document de 10 pages de la première ligne à la dernière ligne. Et c'est ce document pirate qui est un traité, disons un protocole additionnel, un acte additionnel qu'on prend au niveau de la CEDEAO qui consacre la dépossession de peuples de différents États de leur souveraineté. Et c'est dans ce protocole-là, additionnel, qui est un protocole pirate, totalement illégitime, qui a été rédigé par les commis de la CEDEAO, qui n'a jamais fait l'objet de discussion dans aucun pays membre de la CEDEAO. Les gens ne sont même pas au courant que ce nouveau protocole additionnel qui vient s'ajouter au protocole de 2001 sur la démocratie et la bonne, dans lequel lui, on parle de sanctions des régimes qui font des violations des droits de l'homme en masse et qui gèrent mal, qui font de la mauvaise gouvernance. Là, on ne parle même pas de ça. On parle seulement des changements, de rupture de démocratie et des changements anticonstitutionnels et comment on appelle ça, du régime. C'est-à-dire quand il y a coup d'État ou quand il y a rupture de démocratie et il parle de quand quelqu'un va triturer les textes, ils appellent ça triturer les textes, quand vous allez aller à un référendum pour changer régulièrement votre constitution et en conformant au texte de votre pays qui permettent que les gens soient dans la position de le faire. Ils mettent ça désormais. C'est comme si on a finalement, de manière assez manipulée, on a fini par adopter au niveau de la CEDEAO, comme si au niveau de la CEDEAO, il n'y a que la limite des mandats est obligatoire, tous les États doivent l'accepter, que tout le monde doit accepter les 2 mandats, et qu'il n'y a pas de 3e mandat, personne ne doit accepter d'aller à plus de 3e mandat. Et c'est ça l'esprit de ce texte-là. Donc les peuples sont dépossédés, c'est juste des commis qui ont décidé qu'il faut imposer la limitation des mandats. Dans tout pays où on veut être dans la position d'imposer la non-limitation des mandats, on considère que c'est rupture de la démocratie. Comme si la démocratie égale limitation des mandats ou égale forcément une alternance démocratique. Une équipe qui gagne, pourquoi doit-on la changer? Ça, c'est notre position. Ceux qui défendent leur pays, les intérêts de leur pays, pourquoi on va considérer qu'ils doivent faire l'objet de coups d'État? Et pourquoi quand les gens font des actes contraires aux intérêts de leur pays, ils sont démocratiquement élus, comme ça a été le cas de Ibeka au Mali, ils sont en train de signer des documents compromettants qui bloquent le peuple malien. Les peuples se mobilisent. Ils disent voilà, il n'est pas d'accord. Il y a rupture de la démocratie. Il y a abandon des textes. Il y a violation des textes. La CEDEAO n'écoute pas ça. Là, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. Le peuple n'a qu'à crier comme il veut, selon les protocoles là qu'ils ont fait. On s'en fout. Mais lorsque
Il y a maintenant, après ça, une usurpation, quelqu'un qui sort, soit parce qu'on aura fait un coup d'État. J'ai l'exemple de comment on appelle ça, ce qui est arrivé après la révolution burkinabé. Ça finit par un coup. Parce que c'est les militaires qui ont fini par achever les choses. Et ils ont pris le pouvoir. Ça n'a pas été la rue qui a pris le pouvoir. Comme ça a été le cas du Niger. Lorsque au Niger, en 1990, déjà, c'est bon que les gens se rappellent de ça. En 1990, déjà, au Niger, lorsqu'on a élu le président de la République qui a prêté serment le 18 décembre 1989 et qui a manifestement violé la constitution de la Deuxième République qu'il a fait lui-même adopter en interdisant le droit à manifestation, la jouissance du droit à manifestation aux étudiants que nous étions à l'époque, et ils nous ont opposé la force brute et brutale qui a conduit à la mort de 3 de nos camarades le 9 février 1990. Évidemment, le peuple nigérien a dit non. Il n'était pas d'accord. Et il s'est mobilisé à travers des structures, des forces vives à l'époque, on les appelle comme ça, les forces vives de la nation, regroupées au sein de l'USN et de l'USTN et d'autres acteurs, pour dire non. On ne peut pas s'accommoder d'un régime qui viole délibérément la constitution qu'il s'est lui-même donnée et qui empêche aux citoyens de jouir de leur droit à manifester, qui est pourtant prévu par la constitution, qui en fait de l'État du Niger un État de droit. Et sur cette base, le peuple nigérien démocrate qu'il est a continué la pression démocratiquement. Nous avons continué la pression jusqu'à ce que finalement on obtienne de ce régime-là l'acceptation du principe de la tenue de la conférence nationale souveraine. Et la conférence nationale souveraine qui est un regroupement d'acteurs citoyens dans une démarche citoyenne ont été amenés à proclamer la souveraineté de la conférence et se sont donné les prérogatives de suspendre la constitution qui était violée par le régime lui-même, et sur la base de tout ce qui a été décidé au niveau de ces assises nationales, on a adopté un texte de transition, l'acte numéro 21 de la conférence, et qui a permis de mettre en place une transition démocratique. Et cette transition démocratique-là, qui avait pu être mise en place, avait permis d'aller faire un nouveau processus. On a chargé le gouvernement de transition, d'adopter, de faire un projet de nouveau texte. Et ce nouveau texte-là qui avait été fait de la Constitution pour consacrer la Troisième République a été soumis à référendum. Le peuple a voté et on s'est retrouvé avec une nouvelle Constitution qui efface désormais la Constitution de la Deuxième République. Et on a organisé des élections sur la... À partir de ce moment-là, nous nous sommes retrouvés dans une situation où il y a eu un changement démocratique, un changement constitutionnel comment on appelle ça à l'époque, et un changement constitutionnel, mais sans effusion de sang, sans qu'il y ait ce soit un coup d'État, sans que ça ne soit autre chose. Et sur cette base-là, on s'est retrouvé avec le pays mis sous les nouvelles rails de la démocratie, telle que voulue par les forces vives de la nation réunies en conférence nationale souveraine. Le Niger a déjà eu cette expérience-là. Ça veut dire qu'en démocratie, on n'est pas forcément obligé d'aller à un coup d'État. Parce que, mais là, il faut qu'on ait des dirigeants démocrates. Justement, Ali Chebou était un général, il était un militaire, mais il a fait œuvre de démocratique, de démocrate à l'époque. Lorsque il y a eu la situation là, et quand il a reconnu la faute de son régime, il a accepté de se mettre à la disposition de la volonté des forces vives de la nation. Mais aujourd'hui, quand vous avez des régimes qui refusent d'écouter, qui refusent d'accepter,
qui refuse de respecter les lois et qui refuse d'écouter. Et comment on appelle ça? Les peuples qui fait ces récriminations, qui n'est pas content, qui n'est pas d'accord, qui ne comprend pas ce qui se passe, qui fait des exigences. Et les autorités en place refusent d'écouter les peuples, refusent de respecter les lois de la République, violent les constitutions. Mais comment peut-on parler de démocratie lorsqu'il y a mise de côté des lois de la République et de la Constitution? On appelle ça comment? Mais quels les gens sont partis signer ce fameux protocole du 13 février 2012 avec Ouattara comme président de la conférence des chefs d'État? Ils ont été capables de signer ça pour en faire une CEDEAO, syndicat pour la protection des chefs d'État. Comme ça, si vous êtes chef d'État, vous avez des amis, même si vous ne valez rien dans votre pays, on ne peut rien vous faire, on ne va pas vous condamner, même si les gens vont crier, ils n'ont pas d'autre voie de recours. Et quand les gens vont essayer d'utiliser, comme vous-même vous violez la loi, vous violez la Constitution. Si vous violez la Constitution, si d'autres vont violer la Constitution pour faire autre chose, mais la CEDEAO prend parti. Elle prend parti parce que c'est eux, les chefs d'État là, c'est eux qui considèrent que c'est eux la CEDEAO, c'est eux les peuples, ils abusent de leur peuple avec la complicité des commis qui sont là à leur solde. Vous voyez bien ce qu'il faut bien lire. La CEDEAO d'aujourd'hui, avec le président de la commission de la CEDEAO d'aujourd'hui, ou le protocole de 2012. Mais on a vu qu'il y a eu changement de la constitution au niveau de la Côte d'Ivoire et de la Guinée, mais la CEDEAO n'a rien dit. Alors que la CEDEAO avait trouvé que Tanja, il n'a rien fait pour Ouattara. Et donc Ouattara, il continue à être chef d'État de la Côte d'Ivoire. Il s'est fait élire dans les conditions que l'on sait. Et la France a appelé des gens pour les faire peur. Et elle a imposé une sorte de compromis entre eux, les Gbagbo, et puis les Onan Bédié et les autres. Et puis finalement, donc, Ouattara devait rester. Parce que Ouattara est leur homme. Voyez-vous? Regardez. Sa tête avec la tête de Macron. Regardez. Un vieux comme lui qui se met... Voyez-vous comment il est avec Macron? Parce que justement, Macron et la France et Macron et Ouattara, ils sont dans une logique d'imposer à nos peuples de nos pays de continuer à subir l'esclavage monétaire. Et Ouattara se présente comme étant l'homme de ce domaine-là, qui sait comment organiser la manipulation savante pour pouvoir torturer et torpiller la démarche volontariste de la CEDEAO, des autres chefs d'État de la CEDEAO, pour aller vers la création d'une monnaie unique, indépendante de la France. Il vient, il prend les initiatives de la CEDEAO, il amène ça à l'UEMOA et il amène ça à la France, et la France décide que le CFA qui est venu en fin de course, parce que la convention qui crée le CFA, qui a été prise le 25 décembre 1945, à l'époque c'était la colonisation, donc c'est la France qui a créé la monnaie pour ses colonies. Mais à partir de 1960, les pays sont devenus indépendants, donc on ne peut pas prendre des décisions, même si elles sont des décisions historiques, on ne peut plus les prendre au nom de ces pays sans eux. Et c'est ça que Macron est parti faire. Décider de changer le nom de CFA en écho pour pouvoir s'aimer la confusion entre le nouveau nom de CFA et le nom retenu pour la monnaie unique de la CEDEAO. Pour laquelle d'ailleurs, vous vous rappelez, le président actuel de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, Nana Akufo, plus Mahmoud Issou, l'ancien président du Niger, ont été désignés comme étant comment on appelle ça, les champions de cette démarche-là, pour pouvoir proposer à la CEDEAO ce que doit être la formule d'action pour aller vers la création de cette monnaie unique de la CEDEAO.
Et comme Ouattara est là pour jouer ce jeu, la France refuse de le lâcher, malgré, et ils s'organisent, ils se débrouillent, et font tout pour que finalement, de la Côte d'Ivoire, et donc reste membre de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA, et membre de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Voilà le rôle que joue. Voilà pourquoi la CEDEAO est torpillée dans ce qu'elle doit faire. Et vous voyez bien, elle fait cette danse du ventre. La CEDEAO viole ses propres textes. Elle fait des textes totalement illégitimes. Parce que pour qu'on puisse aller à des textes comme ça, il faut les soumettre au référendum dans nos différents pays pour que chaque peuple de chaque pays puisse donner son point de vue. En France, quand il y a eu Maastricht, on a demandé à l'Union européenne, quand on a demandé Maastricht, on a demandé aux gens. Ils ont fait référendum, les pays qui n'ont pas voté, on l'a laissé tomber. Quand on a voulu créer l'euro, mais on a demandé à chaque pays de décider si oui ou non il doit accepter d'aller à la monnaie unique européenne et abandonner sa monnaie nationale. On a fait des référendums pour demander l'avis des citoyens. Pourquoi nous, ce sont des commis achetables, manipulables, qui animent ces institutions, c'est eux qui vont organiser des réflexions, manipuler, acheter, pour que, à travers ces décisions manipulées, qu'on fait entériner par des chefs d'État et qui sont eux-mêmes tous équivoques, on va décider que c'est fini, nos peuples sont embarqués. Et nous devons tous simplement subir. Non, peuple de la CEDEAO, peuple de nos différents États, de nos différents pays membres de la CEDEAO, nous ne devrons pas accepter ça. Nous ne devons pas être d'accord avec cette démarche. La CEDEAO comme l'UEMOA doivent respecter leur propre texte. On ne peut pas décider de violer son texte. Parler de démocratie, vous violez un texte pour vouloir appliquer des sanctions. Regardez par exemple, la fermeture des frontières n'a jamais été prévue par aucun texte de la CEDEAO. Même lorsqu'on dit embargo économique, c'est des choses ciblées, mais on ne ferme pas les frontières pour vouloir dire qu'on va isoler physiquement le pays des autres. Voilà pourquoi, monsieur Adoté, la situation est devenue aujourd'hui très grave au niveau de notre CEDEAO, au niveau de notre UEMOA, qui sont aujourd'hui travestis dans leur mission, dans leurs prérogatives, dans l'obligation qu'ils ont de respecter les textes. Eux et les commis, les chefs d'État et les commis ont l'obligation de respecter les peuples. Et ils ne peuvent pas se mettre aujourd'hui à considérer, parce que déjà, depuis quelques années, nous étions en train de plaider pour la CEDEAO des peuples. Nous étions en train de plaider pour la CEDEAO des peuples, tirer des leçons, des obstacles qu'on rencontre dans le respect de certaines décisions, parce que ces décisions sont ignorées des peuples. Regardez aujourd'hui, depuis combien d'années on a dit libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO comme dans l'espace UEMOA. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas grave. Jusqu'à présent, ce n'est pas ça. Quand vous voulez aller au Burkina, vous allez rencontrer l'obstacle de la police, de la gendarmerie qui sont sur la voie. Vous allez rencontrer tous les obstacles du monde lorsque vous êtes dans notre pays de la sous-région. Alors que nous sommes censés, si on dit qu'on est un espace économique, on garantit la libre circulation des personnes et des biens. C'est comme si je quitte Niamey, je vais aller à Maradi, mais on ne peut pas m'arrêter à Dosso, m'arrêter à Koni, m'arrêter je ne sais pas où, pour me demander de me présenter et de montrer ma nationalité nigérienne. C'est la même chose au niveau de la CEDEAO. Si c'est comme si on a mis à part les frontières et que tous les citoyens de nos pays ont la liberté d'aller et venir, la liberté de circulation des personnes et des biens. Mais vous avez vu, ce n'est pas arrivé. C'est pour ça que dans la réflexion pour aller vers la CEDEAO des peuples, nous avons dit qu'il faut aller de bas en haut. Il faut faire en sorte que toutes les initiatives qui sont apportées doivent commencer à être discutées en bas. Les populations. Dans tous nos pays, il y a les peuples de tous les pays. Quand vous prenez au Niger, nous avons tous les citoyens de tous les autres pays qui sont là regroupés dans leurs différentes associations, des ressortissants du Bénin, des ressortissants du Togo, du Sénégal, du Mali, du Nigeria, ainsi de suite. Et dans tous les pays, il y a ça. Donc ces organisations-là, il faut les mobiliser, il faut les impliquer, il faut les associer, parce que la plupart de ceux qui sont victimes de toutes ces contre-mesures-là, ce sont justement leurs militants, les militants de ces associations de ressortissants. Si tu es au Niger, tu as ton frère au Bénin. Si tu es au Bénin, tu as ton frère au Nigeria. Si tu es au Nigeria, tu as ton frère à Sierra Leone. Si tu as ainsi de suite. Et donc, si ces associations-là
qui sont aujourd'hui des associations de ressortissants. Dans chacun des pays, il y en a. On passe par elles pour pouvoir plaider comment aller à la CEDEAO des peuples. On essaie de sensibiliser les peuples de nos différents pays pour que les gens comprennent qu'on est en train d'aller vers une CEDEAO des peuples. Donc on fait en sorte qu'on va de la base au sommet. Mais pas aller là-bas, prendre des commis qui sont dans leur bureau, qui ignorent tout de leur réalité, tellement ils sont embourgeoisés, parce que vous savez que la CEDEAO, comme l'UEMOA, ils sont financés par les populations que nous sommes. À travers toutes les transactions, tout ce qui rentre au Niger, même si c'est des produits détaxés qui ne sont pas à dédouaner, vous êtes obligé de payer le prélèvement communautaire de la CEDEAO et de l'UEMOA. Ça fait 1% de la transaction. Vous imaginez c'est combien de milliards qui sont aujourd'hui encaissés par la CEDEAO, et c'est pour ça que leurs commis, ils sont balèzes, et comme ils ont même appris qu'ils ont beaucoup d'argent, ils sont habitués à beaucoup d'argent, qu'ils peuvent se faire acheter par des pays comme la France ou des multinationales qui peuvent passer par eux pour obtenir des directives, des contenus dans des directives ou dans des règlements qui vont finir par s'imposer aux différents pays, aux différents États. Donc voilà des situations qui sont totalement inacceptables, et c'est pour ça que nous avons dit, quand il y a eu les événements du Mali, la décision contre le Mali, nous avons dit que c'est une décision injuste, une décision inique, une décision inacceptable, une décision qu'on ne peut pas, s'en accommoder. Et la CEDEAO ne peut pas, à partir des décisions des commis, à partir d'un protocole pirate qu'on ne respecte même pas, parce que la fermeture des frontières n'existe pas dans ce protocole. Elle n'existe nulle part ailleurs. Mais on a pris quand même, parce qu'il y a des individus comme Ouattara qui sont là, très fermes par rapport aux autres, mais par rapport à eux-mêmes, non. La loi ne s'applique qu'aux autres. Voilà la situation, monsieur Adoté. Est-ce qu'il est normal que dans notre République, dans notre espace économique, qui est un espace de solidarité, dans notre espace de l'UEMOA comme de la CEDEAO, qui sont des espaces normalement de solidarité entre les États, on peut envisager de transformer ces textes-là et en faire des textes qui font que désormais nos différents peuples sont dépossédés de leur souveraineté et ils ne sont que des victimes de ces décisions injustes. Et donc maintenant, quand on dit qu'il y a coup d'État, les gens se mobilisent. Maintenant, vous avez bien vu, maintenant comme il faut, c'est devenu un mimétisme, alors la France, elle change de fusil d'épaule. Elle a essayé tout au Mali, elle a vu, elle a tenté de faire peur aux Maliens, de les intimider, de faire tout pour que ça. Maintenant, elle change de fusil d'épaule, elle rentre encore dans la danse d'organiser des coups d'État. Pour que maintenant, elle puisse aussi camoufler un peu ça. Parce que vous voyez les coups d'État, que ce soit en Guinée ou comment on appelle ça, ou au Burkina, le coup d'État de la Guinée, c'est parce que justement il y a eu le 3e mandat, d'accord, et de Alpha Condé, mais c'est le discours de Alpha Condé qui lui a valu qu'on organise un coup d'État contre nous. Parce que Alpha Condé a plaidé pour la rupture, il faut couper le cordon ombilical avec la France. Et le cordon ombilical de la France, c'est quoi? C'est la monnaie. Il faut qu'il plaide pour ça. Il faut que nous acceptons que la monnaie là, ça doit être nous-mêmes. Nous devons avoir une politique monétaire à nous. Et nous devons concevoir notre monnaie à nous. Et que la France n'a rien à voir avec nous. Elle va être un partenaire comme tous les autres partenaires du monde. Et qu'elle va acheter nos biens, elle nous paye avec notre monnaie comme on le dit. Si elle veut prendre quelque chose chez nous, elle doit acheter notre monnaie et payer avec. Et elle dépose sa devise, elle achète notre monnaie, elle paye avec. Mais aujourd'hui, comme nous avons, vous avez bien vu, depuis le 26 décembre 2020, normalement la convention sur le CFA est terminée. On doit pouvoir aller vers une autre convention ou négocier un moratoire. Mais rien de ça n'a été fait. C'est la France seulement qui a décidé à son seul niveau que le CFA ne s'appelle plus CFA, il s'appelle ECO. Même si dans la pratique, jusqu'à aujourd'hui, il continue à revêtir comment on appelle ça, le nom CFA sur les billets qui continuent à circuler dans nos pays. Donc voilà, la CEDEAO, elle est elle-même responsable de ce qui lui arrive et de ce qui doit lui arriver, parce que les peuples de nos zones, de notre espace, ne doivent pas accepter que les gens organisent une manipulation savante
pour les déposséder de leur souveraineté et faire en sorte qu'on ne puisse pas les écouter. Même s'il y a mauvaise gouvernance, on s'en fout. Faites ce que vous voulez, criez comme vous voulez. Nous, on n'entend pas ces cris. On n'a aucun mécanisme de sanctionner pour nous un dirigeant qui fait mal. C'est ça que la CEDEAO retient. Mais quand ce dirigeant qui fait mal est sanctionné par les peuples autrement, alors tout de suite, la CEDEAO se met en branle et elle mobilise, parce qu'ils ont fait une connexion, la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies, et on essaie de comploter contre les différents pays, contre les différents peuples finalement. Et donc voilà la situation qui fait que nous estimons que ce protocole du 13 février 2012, qui a été pris avec Ouattara comme président de la conférence des chefs d'État, par la suite Ouattara qui fait désigner un de ses anciens ministres comme président, et c'est tout le peuple malien qui s'est mobilisé. Et tout le monde a vu le 14 janvier passé la mobilisation populaire au Mali, dans beaucoup de villes au Mali, pour soutenir la démarche, l'initiative, non pas pour dire on soutient le coup d'État ou on soutient l'hymne national du Mali. L'hymne national du Mali est une hymne africaine. C'est l'hymne de l'Afrique, c'est pas l'hymne du Mali. C'est l'hymne de l'Afrique toute entière, c'est l'hymne de l'Afrique unie. L'hymne du Mali. C'est pas la même chose que l'hymne de certains de nos pays où nous sommes reconnaissants de je ne sais pas quoi. Et c'est comme ça que nous acceptons donc d'avoir, comme on dit, le complexe et de continuer à subir. Et très malheureusement, et ce que nous sommes en train de subir, cette forme de larbinisme de nos chefs d'État et de nos représentants politiques qui vont aller, comme ça a été le cas de notre ministre des Affaires étrangères, qui va en France à côté de M. Le Drian pour décider de qualifier le peuple malien dans sa mobilisation jamais égalée du 14 janvier et 2022, qu'on dise que non, c'est un patriotisme frélaté. Oui. Alors que justement, c'est eux qui sont des prétendus démocrates à conviction frélatée. C'est ça la réalité. C'est eux. Ils ont une conviction démocratique frélatée. Ils ont cessé d'être démocrates. Ils ont cessé de reconnaître à la démocratie ses droits et au peuple ses droits. Ils pensent qu'aujourd'hui, ils sont dans une position où ils doivent se mettre simplement à réfléchir sur comment utiliser la force et s'imposer par la force et imposer sa loi par la force et faire subir le peuple leur désirata. Non, monsieur, ça ne marchera pas. Et c'est pour ça que nous continuons à considérer que le peuple malien doit être soutenu par l'ensemble des peuples épris de justice dans le monde, et particulièrement les peuples africains, qui doivent accompagner, et bien sûr, ce peuple meurtri, pour que ce peuple meurtri puisse être, et bien entendu, soutenu dans cette épreuve difficile qu'on veut lui imposer. Et que ces chefs d'État pantins, ces chefs d'État-là, qui sont aujourd'hui à la solde de la France, qui se laissent manipuler, qui se rendent manipulables, qui sont en train de courir derrière leurs intérêts sordides, au détriment des intérêts de leurs différents peuples, qu'ils aient peur du coup d'État ou pas, il n'y a rien à faire s'ils ne veulent pas qu'il y ait quelque chose qui va leur évincer de leur pouvoir. Ils doivent se conformer à la légalité. Ils doivent respecter leur peuple. Ils doivent respecter les aspirations de leur peuple. Ils doivent respecter leur constitution. Ils doivent lutter contre l'impunité. Ils doivent lutter contre la corruption. Ils doivent lutter contre l'enrichissement illicite de leurs camarades qui sont mis en position de pouvoir, dans l'exercice de ces pouvoirs, qui se sont mis à s'embourgeoiser, à s'enrichir illicitement, à détourner les biens publics, à dilapider les ressources nationales et à vouloir aujourd'hui se constituer en une sorte de classe moyenne honteuse. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque vous volez, vous trichez. Mais quelle fierté vous avez? On parle de dignité là. Mais quelle fierté avez-vous lorsque vous êtes un vil voleur en face de sa femme, en face de ses enfants,
de ses amis et autres camarades qui savent que vous êtes des voleurs. Même si vous allez voler pour leur donner, mais ils savent que vous leur avez donné quelque chose que vous avez volé, qui n'est pas le fruit de votre mérite. Et alors dans ces conditions, honte à tous ceux qui pensent qu'on peut malgré tout jouer à ceux qui ont mangé les yeux des boucs. Comme on dit dans la langue nationale, c'est ça. Donc, ni foi ni loi, les gens fonctionnent comme ça. Ils pensent qu'ils peuvent utiliser une sorte de dictature féroce à travers le terrorisme intellectuel et leur égocentrisme impénitent. Ils considèrent qu'ils ont la possibilité de pouvoir emballer tout le monde et s'imposer comme ça. Et comme ça, des individus ignobles comme ces messieurs qui se rendent complices de la servitude qu'on veut continuer à nous imposer sur le plan monétaire et qu'on veuille bien faire de nos peuples, de nos pays, de nos espaces, des espaces à la solde. Nous ne pouvons pas cautionner ça. On utilisera tous les moyens qui sont en notre possession pour être dans la position d'imposer le respect de tous nos peuples dans nos différents pays par ces genres de chefs d'État pantins qui sont là, trouillards. On a vu, hein. On a vu dès qu'il y a des raisons de trouiller les gens, c'est des trouillards, ils ne sont même pas capables de résister quelque temps. On a vu, au moins ils courent. Et c'est ça. Et c'est pour ça que moi, personnellement, en tant que citoyen du monde, en tant que citoyen de la communauté, de la CEDEAO et de l'UEMOA, mon engagement est ferme. Ma volonté est inébranlable. Ma conviction est féroce. Elle est certaine qu'il faut absolument que les uns comme les autres, que ce n'est pas en couchant, en se couchant, en se mettant en train de se laisser gagner par une peur dont on ne connaît pas le sens. Parce que vous ayez peur ou pas, ce qui doit arriver va arriver. Et si vous ne pouvez pas vous lever et sortir, vous battre pour imposer votre respect dans la dignité et dans l'honneur, et considérer que les gens peuvent être dans la position de vous entraîner comme ils veulent, parce que tout simplement, ils ont quelques positions de pouvoir, ils ont quelques moyens, que eux, vous êtes prêts, vous n'êtes pas prêts à abandonner, vous n'êtes pas prêts à cracher dessus. Mais alors, dans ces conditions, mais c'est pas la peine de faire du bruit. Tous ces gens-là, on a vu quand on dit, voilà, sortez, sortez, on va sortir. Les gens, chacun est là, il croit qu'il faut aller se mettre derrière sa femme, pour ceux qui en ont et qui ont choisi d'être esclaves de ces choses-là. Ils se mettent là-bas coucher, ils pensent que c'est comme ça la lutte va se faire. Non, la lutte, ça ne se fera pas comme ça. La lutte, il faut sortir dehors. Il y a également ceux qui pensent que c'est seulement la société civile qui est habilitée à faire des mouvements. Mais bien sûr, ça c'est une erreur. Quand les gens pensent que c'est le cas, nous avons dit que tous les citoyens sont égaux en droit et en devoir. Tous les citoyens doivent être fermes. Ils doivent se mobiliser. Il s'agit de défendre l'honneur national, la dignité de la nation, la dignité du peuple, l'honneur national. Il s'agit de ça. Il s'agit de défendre la fierté nationale. Ce qui se passe au Mali est louable. Aujourd'hui, vous trouvez que c'est raisonnable qu'aujourd'hui, on chasse les gens au Mali et ils viennent au Niger, s'établir au Niger, et les Nigériens sont là. Ils vont regarder ça comme ça, ils vont dire, bon, nous on est là, on regarde. Non, on ne peut pas avoir chassé les gens du Mali pour les mêmes raisons et qui viennent maintenant s'établir chez nous et au Niger, et que nous devons considérer que cela doit être accepté. Et les gens vont se mettre à se coucher comme ça. Non, je pense que l'article 38 de la Constitution est très clair. La défense de la nation est un devoir pour chaque citoyen. Chaque citoyen a le devoir de travailler sans relâche pour le bien commun. Et c'est notre devoir, c'est en vertu de cette disposition constitutionnelle que nous devons sentir le devoir, parce que ça fait partie des devoirs de chaque citoyen. C'est la même chose que pour ceux qui, dans leur gestion, gèrent mal, détournent, s'enrichissent illicitement en détournant les biens publics. Conformément aux dispositions de l'article 41 de la Constitution, nous avons dit
l'article 41 de la Constitution nous dit que les biens publics au Niger sont sacrés et inviolables. Toute personne doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Contre quoi? Contre le vandalisme, contre le détournement, contre l'enrichissement illicite, contre la dilapidation. Voilà des trucs très clairs qui ont été dits dans la Constitution. Donc toute personne là, ça veut dire que c'est toi, c'est moi, c'est toute personne au Niger qui constate que les gens sont en train de faire ça, ce qu'on vient de dire là, et ils ont l'obligation de se mobiliser pour protéger les biens publics de ça. Quand vous avez aujourd'hui des dirigeants à qui on donne des milliards, comme le ministère de la Défense, 1700 milliards, pour gérer les questions de la défense nationale, les gens gèrent ça comme ils veulent. À la fin, on a des responsables militaires qui sont enrichis bougrement avec des milliards dans les comptes, avec des maisons à n'en pas finir, avec des tas de choses qui ne peuvent pas expliquer même au millième. Quand vous avez des choses comme ça, vous avez des dirigeants politiques qui sont là parce qu'ils ont dirigé, certains responsables ont dirigé des ministères ou certaines institutions de l'État. Ils se sont mis dans la position de se mettre à s'enrichir bougrement, à détourner les biens publics, à dilapider les biens publics et considérer que ces gens-là, c'est fini, on les laisse tomber et surtout qu'on considère, bon, c'est la coterie politique qui doit fonctionner, que quelqu'un peut faire, bon, au nom de la politique, au nom de son appartenance partisane. Donc on les laisse, on ne prend aucune décision contre lui. Et puis donc, cela va inciter d'autres à faire et d'autres à démultiplier ça. Et finalement, nous allons devenir une véritable société de camarades où les individus vont se mettre dans une posture à qui mieux. Dès lors que tu as une position, tu fais la course. C'est une course à un enrichissement illicite par le détournement des deniers publics ou par la corruption que les gens vont être amenés à faire. C'est comme je l'ai dit, Koshi Demokami et Koshi Demokami. Donc, tu as une position de pouvoir, tu pilles, tu détournes, tu en fais ton bien personnel. Tu as une force, de l'autre côté, tu es djihadiste, tu es n'importe quoi, tu interviens les gens, tu paies, tu kidnappes les gens et tu les forces à te donner des rançons et voilà, tu les dépossèdes de leurs biens, toi aussi tu t'es enrichi. Donc, les deux sont tous comme des djihadistes. Ceux qui pillent l'argent de l'État, dans les conditions où ils le font, avec la démarche qu'ils utilisent, et les autres aussi qui pillent les biens des citoyens en venant les empêcher de dormir, en les forçant à les payer, c'est une même démarche. Et pour le cas des premiers, c'est encore pire. Parce que eux, ils sont là, au nom du peuple, pour réfléchir à des solutions qui doivent permettre au peuple de faire face aux seconds, aux autres et à tous les autres problèmes. Mais rien de ça n'est possible, rien de ça ne se fait, rien de ça n'est possible. Et à la fin, on nous dit que si vous insistez et vous êtes en train de demander aux gens la lune, ce que vous êtes en train de demander, c'est l'idéal. Ce n'est pas possible. Dans aucun pays, on a atteint l'idéal. L'idéal, c'est comme l'horizon. Plus vous vous approchez, plus il s'en éloigne. Et donc, par conséquent, les gens doivent se contenter de ce qu'ils en ont. Et à ce moment, on va parler de démocratie. C'est quel genre de démocratie, ça? Non, ça, c'est pas la démocratie. Ça devient ce que nous avons dit, l'autre sens que les gens ont donné à la démocratie, qu'ils considèrent comme étant la dictature établie par des méthodes obscurantistes à caractère répressif, associant terrorisme intellectuel et égocentrisme. Voilà comment les gens considèrent la démocratie. C'est donc juste une escroquerie politique. Que le peuple, bon, c'est un pantin, on l'a eu, on est déjà rentré devant, donc c'est fini. On va essayer de couper toutes les voies qui permettent de sanctionner les gens même quand ils vont voter, et toutes les voies qui permettent de chasser les gens, même lorsqu'ils ne peuvent pas. Et vous trouvez que c'est démocratique? C'est de quelle démocratie il s'agit? Comment on peut appeler ça démocratie? Non. Ça ne s'appelle pas démocratie. Ça s'appelle démocratie. Donc je pense, M. Adoté, moi, tout ce que je viens de dire dans le contexte de l'analyse de la situation que nous vivons dans notre espace aujourd'hui, que ce soit à partir du Niger que je connais,
aux autres pays dont je connais très bien le dossier, à la CEDEAO dans son ensemble et à l'UEMOA, que je connais aussi avec ces textes. Parce que je me rappelle lorsque le 10 janvier 1994, lorsqu'il était question de créer l'Union économique et monétaire, fondre l'UEMOA et la CEDEAO ensemble et créer l'UEMOA, les engagements qui ont été pris sont très clairs. Le traité est clair. Il n'a pas été dit que les gens peuvent aller jusqu'à faire des sanctions financières au point où on veut asphyxier un pays, un peuple tout entier, comme les gens ont utilisé ça en 2010 en Côte d'Ivoire pour sanctionner le régime de Gbagbo. Et c'était avec la complicité forte de la France. Et donc dès que Ouattara est arrivé au pouvoir, ils en ont fait une règle qu'on a établie dans le protocole du 13 février, et 13 février 2012. Cette mesure-là a été systématiquement mise là-dedans. Et voilà que on fait une loi qui doit être applicable à tout le monde, mais on constate qu'elle n'est applicable qu'à quelques-uns. Donc c'est une CEDEAO d'application sélective et à géométrie variable des lois et traités qu'il se donne. Donc, ma conclusion sur ce dossier, c'est de considérer que les uns comme les autres doivent savoir que seule la lutte résolue, déterminée, avec dignité et fierté, peut venir à bout de notre espace de la CEDEAO, comme dans nos pays respectifs, des dirigeants pantins qui sont prêts à travestir leur serment, les aspirations du peuple, et à vouloir jouer au valet de ceux qui aujourd'hui le manipulent, et au détriment des peuples qu'ils prétendent les avoir élus. Et cette attitude est la preuve évidente qu'ils sont conscients de leur illégitimité vis-à-vis de ceux qu'ils sont censés jouer comme rôle par rapport à ces différents peuples-là. Si tant il est vrai qu'ils reconnaissent qu'ils sont des élus du peuple, ils doivent avoir ce qu'on appelle, au nom de la morale, le sentiment de gratitude vis-à-vis du peuple et non le sentiment de haine tel qu'aujourd'hui il s'observe dans nos différents pays où les gens pensent que dès qu'ils ont pris la position de pouvoir, alors c'est de chercher tous ceux qui sont des malpensants, tous ceux qui sont des dérangeurs patentés, tous ceux qui sont qui pensent autrement. Il faut les écraser, il faut les faire disparaître, il faut les éliminer, il faut les sortir et les mettre hors d'état de nuire, parce qu'ils considèrent que la nuisance, c'est aller contre leurs intérêts et non contre les intérêts du peuple. C'est ça que les uns et les autres doivent comprendre. Et nous terminons avec la prière que Dieu, dans son infinie bonté, lui qui sait et qui peut, et qui ne demande rien à personne, qui n'attend rien de personne, mais qui sait ce que pensent les uns et les autres. Ceux qui pensent en bien ou en mal, Dieu les connaît. Nous confions notre sort et notre destin à lui. Et nous prenons de ce fait aussi l'engagement résolu d'utiliser notre cervelle et tous les moyens qu'il nous a donnés pour être dans la position de ne pas nous mettre à nous coucher comme certains le font derrière leur dulciné pour refuser de lutter et croire que c'est comme ça qu'ils vont gagner la victoire. Je vous remercie. Eh bien, c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. D'ici là, travaillons pour le bonheur de l'humanité.